Emploi mal rémunéré, personnel en burn-out, le système de santé français vit donc une crise sans précédent. Ça fait 1 mois maintenant que les urgences de l'hôpital d'Orléans sont en pleine tourmente. Le service fait face à une vague d'arrêt maladie des soignants. On recueille tout aux urgences. On se retrouve avec des gens qui auraient très bien fait d'aller voir leur médecin traitant, mais vu qu'ils n'en ont pas, malheureusement, c'est nous qui les accueillons. Les gens n'ont plus de reconnaissance, sont fatigués, quittent la profession et puis on ferme les lits parce qu'il n'y a plus de personnel pour les faire marcher. Ces corps fatigués par la crise du Covid, plus ce qu'il y avait avant, a fait que ça s'est dégradé rapidement. Là, nous, ça craque et puis on se rend compte qu'au bout de 4 mois, très peu de choses ont changé. Vous vous rappelez, tout à l'heure, vous aviez fait un malaise. Ça vous parle ou pas? Vous savez plus trop. En fait, vous aviez convulsé, comme une crise d'épilepsie. Donc en fait, il faudrait qu'on vous fasse une ponction lombaire. Je vais faire une petite piqûre, hein, d'accord? Prendre le temps, expliquer, rassurer, réaliser le geste médical. Christophe Devin va consacrer 30 minutes de sa garde à cette patiente âgée. Un luxe pour un lundi soir aux urgences du CHR d'Orléans. Pourtant, depuis l'après-Covid, la réalité du quotidien est tout autre. Là, on commence à être à saturation. À partir du moment où tu évoques son prix, les gens les laissent dans les couloirs. Hein. On n'a pas d'autres moyens pour pouvoir les examiner. C'est-à-dire que l'infirmière est obligée de faire les soins, électrocardiogramme, même les toilettes des fois. On n'a nulle part ailleurs que derrière les paravents dans les couloirs, quoi. Des dizaines de brancards dans les couloirs, des patients en attente depuis plus de 36 heures. Le service des urgences est très régulièrement saturé. Il y avait des brancards des deux côtés des couloirs. C'est-à-dire qu'on passait juste là et du monde partout. Le temps dédié aux patients, il est nul. Il est nul. On fait de la médecine de guerre, quoi. On fait de la... Je ne sais même pas comment vous dire, quoi. C'est même pas de la médecine qu'on fait, c'est du tri. En fait, ce qu'on fait là en ce moment, c'est ni fait ni à faire. Moi, je sors de régulation, j'ai honte. Hein. Il y a vraiment des fois où on dit vraiment aux gens, démerdez-vous, quoi. Enfin, façon de parler, hein, mais c'est des petites solutions, mais on met des pansements sur une hémorragie active, quoi. Et là, on a déjà le cathéter, c'est bon? Oui. Là, c'est juste la prise de sang pour savoir ce qui se passe. Ok? Oui. Ok, vous respirez bien. Gilly est infirmière. Elle était en première ligne au moment de la crise au printemps dernier. Une claque reçue pour cette jeune diplômée. Le plus insupportable, c'était vraiment la maltraitance. La maltraitance, le non-respect de la pudeur, de l'intimité, de l'anonymat surtout aussi. C'était un peu devenu de l'abattage et je ne respectais plus les patients et je me respectais plus ni moi-même et ma profession et ça a été le plus dur. Ce n'était donc plus possible. Il fallait un électrochoc, un ultime recours, se mettre en grève. Non, c'est pas vous le chef ici, d'accord? C'est pour vous. Alors, non, calmez-vous. C'est pas vous le chef ici, d'accord? Vous m'enlevez tout ça, je puisse rentrer chez moi. Non, vous ne rentrerez pas, monsieur. D'accord? Depuis avril dernier, les urgences fonctionnent en mode dégradé. Couloir de traumatologie fermé, départ de 10 infirmières. Aujourd'hui, 11 médecins se relaient jour et nuit. Il en faudrait le double. Alors, faute de personnel, l'accès au service est limité aux strictes urgences vitales. Là, typiquement, aux urgences, on fait plus de petites traumas, on fait plus de sutures, on fait plus de plâtre. Les gens qui se font en entorse, c'est mettez de la glace, attendez demain. Mais, on devrait être en capacité de les voir. Non, mais de toute façon, monsieur... À 37 ans, Nesrine Nebli a repris la direction du service le 1er juillet dernier. Passée par la faculté de Tours, elle a fait son internat essentiellement au CHR d'Orléans. Elle a choisi d'y rester, car elle s'y plaît. Après, il faut appeler l'administrateur de garde, c'est Madame Di Massio cette semaine, et tu lui dis que c'est un patient pour la neuro, refusé de la neuro, et que c'est un patient Nini avec un problème social. Voilà.
et qu'il faut qu'elle l'impose dans un service. Oui, alors pour monsieur... comment il Déterminée, s'appelle, là, monsieur... courageuse mais réaliste, elle doit faire face à la concentration des obstacles. En fait, là, je l'ai vu, il vient pour chute à répétition. Lui, il veut rentrer chez lui, il est oxygénodépendant. Le peur que j'ai, c'est que si on le laisse rentrer chez lui avec son oxygène, bon, certes, on peut le sevrer en oxygène, mais si c'est pour qu'il rechute, que sa femme, elle le trouve complètement par terre et qu'elle puisse pas le gérer, que ça soit un épuisement familial, bah, c'est ça. Donc je pense que lui, il faut quand même qu'il soit hospitalisé au moins 48-72 heures, quoi. L'un des grands enjeux du bon fonctionnement d'un hôpital, la répartition des patients dans les autres services après leur arrivée aux urgences. J'ai aucune place ailleurs, donc pour l'instant, je n'ai pas de vision sur l'HTCD. Elle est là depuis plus d'une journée, donc je vais voir avec Nesrine si on assouplit la règle de l'UHCD et s'il y a des places qui se libèrent, ce qui n'est pas sûr. Mais voilà, j'ai aucun lit pour cette dame. Le problème des urgences, c'est le manque de lits d'aval. C'est pas un problème de flux, je crois pas. Enfin, ce qui me concerne, c'est surtout qu'on ne sait pas quoi faire des gens. Et c'est toujours de pire en pire, donc ça devient épuisant. On a l'impression que, outre le fait d'être médecin, il faut être négociateur aujourd'hui. Ah oui, il faut être vendeur. Je crois que je vais aller vendre des voitures bientôt. Un lit pour vous hospitaliser. J'ai pas envie. Oui, mais là, c'est compliqué, le retour à la maison avec un lit d'oxygène. Et le fait que vous tombiez tout le temps à la maison. Vous ne pouvez pas marcher là correctement chez vous. Donc il faut qu'on fasse le point sur vos chutes. Je ne peux pas vous laisser rentrer comme ça chez vous. Il faut rester à la maison, je peux le faire. Hein. Je suis toujours assis dans mon fauteuil. Mais on va voir avec votre dame, si elle est d'accord d'abord. Le vieillissement de la population, le manque de médecins généralistes, la prise en charge sociale des patients, d'autres raisons rendent laborieux l'exercice de la médecine pure et simple. Ça me paraît être compliqué dans la situation actuelle de le laisser rentrer chez lui avec le risque qu'il revienne dans la foulée parce qu'il a rechuté à nouveau à domicile ou que la femme soit pas capable de le gérer. Ils ont leur pathologie qui les amène ici, mais ils ont aussi leurs problèmes sociaux, leurs problèmes de maintien à domicile. Donc avant de laisser un patient fragile rentrer chez lui, il faut être sûr qu'il y ait ce qu'il faut à domicile. Ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer. En fait, on a une population vieillissante, mais pour qui on n'a pas l'offre de soins qui suit. Mais est-ce que l'État le veut vraiment ? Je me demande la question si l'objectif final de l'État n'est pas un écroulement du service de santé publique. C'est-à-dire que derrière, ça sera des soins privés où celui qui a de l'argent pourra se faire soigner et celui qui n'en a pas restera chez lui. Face à cet afflux de patients et la fermeture de lits, la direction de l'hôpital est démunie. Pour le directeur, le problème est structurel, chronique. Notre difficulté principale, elle ne tient pas au fonctionnement des urgences, qui fonctionnent bien, mais elle tient effectivement à l'aval, où, notamment en médecine, on a beaucoup de lits fermés. Pour vous donner une idée, cet été, on a eu 320 lits fermés. 320 lits fermés, ça représente un tiers des capacités de l'hôpital. Comme je crois que la crise est systémique, eh bien, mon idée maintenant, mon souhait, c'est que nous parvenions à dialoguer avec la ville, avec les acteurs de ville, parce qu'en fait, cette crise, elle a montré aussi que l'hôpital, il ne peut pas faire tout seul. Voilà, il ne peut plus faire tout seul. Salut, bonjour. D'accord, mais là, vous vous sentez bien ? D'accord, il n'y a pas de malaise, pas de douleur. D'accord, je vais vous passer le médecin, ne quittez pas. Un monsieur qui appelle, qui depuis plusieurs mois a la sensation que son cœur bat moins vite. Depuis plusieurs mois. Qui n'a pas de douleur, qui se sent très bien, mais qui se dit juste au bout de plusieurs mois que peut-être son traitement pouvait provoquer ça. C'est quelque chose qui pourrait très bien être vu avec un médecin traitant et qui ne relève pas du tout de passer par nous. Depuis la crise dans le service, la porte d'entrée de l'hôpital n'est plus les urgences, mais le centre de régulation des appels secours, le 15. Ici, beaucoup d'appels sont abusifs, parfois même farfelus. La question d'urgence est devenue toute relative, une question de pédagogie. C'est à l'État d'éduquer la population. Et je pense qu'il faut commencer depuis le plus jeune âge, à l'école.
tout simplement. À l'école, c'est-à-dire que y a des patients qui appellent juste parce qu'ils ont mal à la tête et qu'ils n'ont rien pris. Ou qui ont 39 de fièvre depuis 10 minutes et qui appellent au 15. Des gens, ils n'ont même pas de pharmacie chez eux. C'est qu'ils n'ont même pas de quoi faire un pansement. Ils n'ont pas de quoi donner du Doliprane à un enfant qui a de la fièvre. Ils n'ont même pas un antiémétique à domicile. Donc je pense qu'il faut apprendre aux gens qu'on ne peut pas surconsommer du soin. C'est des conventions qui sont comme ça. Donc c'est à Olivet. Il y a le numéro et l'adresse. Et vous pouvez directement aller aux urgences là-bas. Ils s'occuperont de vous. On est passé dans une société un peu du consumérisme médical, hein, sachant qu'effectivement la responsabilisation des patients est aussi quelque chose d'important. Mais là encore, une fois, ce n'est pas moi, directeur du CHR d'Orléans, qui vais le décréter. C'est quelque chose à faire tous ensemble et avec des campagnes d'éducation, de formation à la santé. Donc il y a tout un travail à faire certainement pour améliorer nos dispositifs. Parce que l'hôpital n'est pas un recours inépuisable. Voilà. En 1990, 7 millions de patients sont passés aux urgences en France. 3 décennies plus tard, ce nombre a atteint 22 millions, plus de 3 fois plus. Maison médicalisée digitale, accueil direct en cardiologie, création d'un sas de sortie des patients, des mesures urgentes ont été mises en place par la direction. Mais la crise à l'hôpital est abyssale et Orléans en est la parfaite incarnation. C'est compliqué de dire qu'il n'y a pas d'espoir. Parce que, a priori, tant qu'on n'est pas parti, c'est qu'il y a d'espoir. Je peux pas. Tant qu'on n'est pas parti, c'est qu'il y a d'espoir. Enfin, il faut faire avec ce qu'on a et il faut essayer de bien prendre en charge les gens. On a encore quelques années à passer qui vont être très difficiles, puisque vous savez que le Premier ministre a annoncé donc, la transformation du CHR en CHU. On sait que les étudiants en médecine, ils ne vont pas sortir tout de suite diplômés, il faudra attendre 2031. Donc en attendant, on va avoir des années difficiles à traverser. Il faut essayer de rester dans une dynamique positive en se disant on va y arriver, on va tout faire pour y arriver. Mais je ne dis pas qu'il y a des jours où je me dis que de toute façon ça ne changera jamais et qu'il faut peut-être partir. Et je me dis que parfois, est-ce que j'ai pas fait la bonne profession? Jeunesse, unité, humanité. Les urgences survivent grâce au personnel hospitalier. Se lever, venir au travail, prendre soin des patients. Oui, mais pour encore combien de temps ?